Aujourd'hui, on discute du co-main event de l'UFC 257 qui a lieu cette nuit, le superbe combat entre Dan Hooker et Michael Chandler, et puis on va un peu discuter des autres combats de la carte. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Il y a le main event qui a été analysé en 45 minutes dans une autre vidéo. Je te mets le lien ici. Je t'invite à aller regarder si tu ne l'as pas encore fait. Ici, on va discuter juste du co-main event en détail et puis on va un peu passer en revue les combats intéressants qui restent sur la carte de l'UFC 257. Alors, première bonne nouvelle pour les Belges, Eleven Sports a étendu sa licence pour l'UFC. Donc, je sais que ça a eu beaucoup de déçus. Au nom d'Eleven Sports, je m'excuse qu'il n'ait pas pu montrer en live l'UFC de samedi passé qui était énormissime et l'UFC de mercredi. Mais maintenant, la licence est étendue pour 3 années. Donc, sur Eleven Sports, on a 3 ans d'UFC en live, non-stop et en permanence. C'est vraiment une bonne nouvelle. Ok, alors, Dan Hooker contre Michael Chandler. Un très chouette combat. Très chouette combat. Premier combat à l'UFC pour Michael Chandler que, a priori, on connaît assez bien puisque c'est l'ancien champion du Bellator. On connaît assez bien voilà, le haut niveau du Bellator. A priori, tout le monde connaît les gros noms, notamment Michael Chandler. Ça fait relativement longtemps qu'on s'attend à ce qu'il rejoigne l'UFC. Et pour l'accueillir, Dan Hooker. C'est vraiment, sur papier, c'est très intéressant pour la bonne et simple raison que il y a toujours cette phrase, moi, qui m'ennuie en MMA, surtout dans les vidéos promo. C'est He hasn't ever faced anyone like me, qui se traduit avec mon très bon anglais par Il n'a jamais rencontré quelqu'un comme moi. Je trouve que c'est une phrase trop utilisée qui a plus vraiment de sens. Mais dans ce cas-ci, je ne les ai pas entendus dire ça réellement pour se vendre dans le combat. Par contre, c'est vrai, pour Michael Chandler, il n'a jamais réellement rencontré quelqu'un de si grand dans la division, avec une si bonne gestion des différentes distances en pied-point. Je vais y revenir plus tard. Et Dan Hooker n'a jamais rencontré quelqu'un avec autant d'athlétisme et d'explosivité que Michael Chandler. Il n'y a pas vraiment, quand on regarde leur palmarès, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est comparable précédemment, et c'est ça qui rend le combat intriguant, c'est qu'on ne sait pas trop comment il va être abordé de part et d'autre et comment ils vont gérer l'autre profil. Donc on va analyser ça tout de suite. Comme d'habitude, simplement les odds. Donc on a Dan Hooker qui est léger favori, moins 135, et en léger underdog, Michael Chandler qui a plus 105. Donc pour moi, ça a du sens. On va voir pourquoi maintenant. Donc pour commencer, ça, la vraie question à se poser dans ce combat, c'est est-ce que Michael Chandler va venir avec un game plan A qui est basé sur la lutte? Je pense que non. Parce que Michael Chandler est un de ces lutteurs qui a complètement pris confiance et qui est tombé amoureux de sa propre boxe. Comme beaucoup de lutteurs, il a découvert une réelle puissance dans ses frappes, que ce soit avec son direct du droit, avec son direct du gauche, avec ses crochets, notamment grâce à son athlétisme, et il met énormément de KO debout. Et donc, dans ses combats récents, même si il combat contre des très bons strikers, il a tendance à d'abord rester debout et utiliser sa lutte en roue de secours, on va dire. En fait, ça fait très longtemps dans sa carrière qu'il utilise très peu sa lutte. Ça me fait un peu penser à Justin Gaethje qui était connu en fait pour avoir bien amélioré son pied-point et qui n'utilisait en fait même jamais sa lutte, même quand il était en difficulté debout, il utilisait juste sa lutte de manière défensive. Ici, Michael Chandler, on le voit de temps en temps partir sur des amenés au sol, mais ça reste relativement rare. Donc, étant donné que ça fait longtemps que ça n'a plus fait partie de son game plan A, je ne le vois pas avoir ça dans son game plan A cette nuit. Peut-être en game plan B, et donc on verra. Et pour moi, c'est pour ça que c'est la raison principale pour laquelle je vois Dan Hooker légèrement favori, comme l'indiquent les odds. Euh, c'est un épisode un peu différent étant donné qu'il sera plus court que les autres. J'ai juste pris quelques séquences parce que en regardant les combats de part et d'autre, j'ai vu des ouvertures pour l'un et pour l'autre que je trouvais intéressantes et surtout ça pourrait me crédibiliser si ça se produit comme ça. Donc une des habitudes de Michael Chandler, qui en fait est une bonne habitude, c'est juste qu'elle est exploitable, c'est qu'il envoie beaucoup de directs au corps. Rien de mal là derrière, mais étant donné qu'il est généralement plus petit que ses adversaires et
extrêmement plus petit que Dan Hooker. Pour atteindre sa cible, il doit lunge, il doit vraiment surengager, il doit partir vers l'avant. Je l'illustrerai avec l'image ici, ce sera plus... Voilà, vous voyez comment il surengage sa tête et complètement devant son pied pour qu'il puisse envisager de toucher son adversaire. Donc ça, c'est... Il lunge beaucoup sur ce direct au corps. C'est pas un direct au corps, enfin c'est relativement puissant, mais on l'a jamais vu finaliser quelqu'un avec. Par contre, étant donné que ça reste puissant et que ses adversaires connaissent sa puissance, un coup qui vient au corps, ça donne un mini réflexe de baisser la garde. Donc sur le trigger visuel où on voit Michael Chandler avancer pour envoyer son direct, s'il en a envoyé 2-3 vers le corps avant, le réflexe ça va être de baisser la garde, ce qui ouvre le visage. Cela n'empêche qu'au début, il ouvre souvent avec ceci. Hop, ici on le revoit. Hein. Donc, même principe. Pardon, je reviens en arrière. Direct au corps. Ici, il n'a pas surengagé, mais on voit vraiment que sa tête change de niveau. Il y a un changement de niveau. Et c'est vrai que pour un lutteur, c'est aussi très, très utile d'utiliser des techniques en pied-point qui ressemblent à des débuts de techniques de lutte. Donc ici, le fait de surengager, de partir vers le bas, de changer de niveau, ça peut aussi faire penser à la lutte. Ce qui pour les strikers ou même pour les lutteurs, vont abaisser la garde pour aller chercher les underhooks. Donc encore une fois, ça libère la cible au visage. Pourquoi je montre ça? Parce que Dan Hooker a des extrêmement bons coups de genoux, un très bon timing là-dessus, et on l'a déjà vu à l'UFC mettre des KO sur des genoux. Donc ici, on voit, techniquement, je ne vais pas l'expliquer, mais Ross Pearson envoie son coup et puis c'est quelqu'un qui dodge beaucoup, donc qui passe très très souvent en dessous des crochets et qui baisse souvent la tête. Donc ici sa tête va aller vers le bas et en synchronisé, on va avoir une collision avec le coup de genou de Hooker. Boum, en pleine poire, ça marque le KO. Il l'envoie très bien de manière réactive, donc en contre, comme proactive. Ici on va le voir contre Jim Miller également. Faites attention à la tête de Jim Miller qui va partir vers le bas et en direction de collision du genou. Donc c'est automatiquement un KO. Hop, voilà. Donc ici, je vais juste vous montrer au ralenti. On a vraiment Jim Miller. Au moment où il s'abaisse, on a l'impression qu'il part pour lutter. Boum, il y a le genou qui vient. Collision et c'est KO. Donc, je sais pas, en regardant les deux combats, je me suis dit, c'est potentiellement quelque chose qui pourrait arriver. Bon, étant donné que j'ai montré un défaut, enfin, c'est pas un défaut, mais étant donné que j'ai montré une habitude qui pourrait être exploitée chez Michael Chandler, j'ai montré, ici c'est pas vraiment une habitude, mais c'est Dan Hooker est un excellent striker et les seules fois où on le voit réellement en difficulté, ou en tout cas où il a du mal à gérer la dynamique du combat, c'est quand son adversaire shift, passe de gaucher à droitier ou de droitier à gaucher. Donc ici, comme je l'ai dit, c'est un grand classique chez Dustin Poirier. Je l'avais dit dans ma vidéo d'analyse du main event. Voilà, donc ici, je vais remettre un peu en arrière. On a un Dustin Poirier en gaucher, donc vous voyez l'épaule gauche est vers l'arrière, l'épaule droite est vers l'avant. On va légèrement avancer. Il envoie son direct du gauche. Oups, et ici il est passé en droitier. Donc son épaule gauche est devant, son épaule droite est derrière. Et maintenant qu'il est passé en droitier, changement de dynamique, il y a son overhand qui passe. Plus tard, donc j'ai montré une deuxième séquence. Celle-ci, je voulais juste la remontrer parce que dans ma première vidéo sur le main event, je sais que je change de sujet. Je disais que McGregor est totalement capable d'anticiper ou de calculer à quel moment Poirier va shifter et il va pouvoir le frapper dans sa transition. Donc quand il est entre les deux postures, quand il est entre la stance de gaucher et de droitier, entre southpaw et orthodoxe. Et ici, j'avais montré beaucoup d'exemples avec Joseph Duffy. Je n'en avais pas montré avec Dan Hooker et ici je veux juste le montrer. Vous voyez, le pied gauche de Dustin Poirier va vouloir passer devant pour qu'il passe en droitier et effectuer son shift. Et dans la transition, on a un très beau jab avec un bon timing. Jab qui vient toucher quand Dustin Poirier n'a plus d'appui au sol et contre McGregor, ça c'est d'office un knockdown. Ça, avec la puissance de McGregor, c'est un knockdown. Ici, il se fait toucher, il perd juste son équilibre et il recule. Avec une grosse puissance, surtout contre un gaucher qui enverrait sa gauche à ce moment-là, c'est un knockdown. Et on revient à nos moutons. Ici, Dustin Poirier en gaucher, il passe en droitier et vous voyez, ça touche bien. Ça va vraiment bien toucher. Donc je vous montre. Gaucher, il cache son step, là il est en droitier, overhand. Je vais le mettre. Pop, l'overhand touche bien.
Contre Dustin Poirier, il en a encaissé beaucoup comme ça. Dustin Poirier, il a une frappe dure, mais il n'a pas une frappe il n'a pas le knockout power. C'est quelqu'un qui va plutôt chercher les TKO ou l'usure. Même si on a l'impression qu'il a une frappe dure, on l'a vu contre Max Holloway, contre Dan Hooker, contre beaucoup de combattants. On sent que ses adversaires, quand ils se font toucher, ils sont surpris par la puissance, mais il n'y a pas un moment où il y a vraiment des gros knockdowns ou des gros KO. Par contre, pour Michael Chandler, ça c'est le cas. Ici, c'est pas un shift, mais vous voyez, Michael Chandler, il est en droitier ici, il va envoyer un kick, il dépose et ici il est gaucher. Vous voyez, donc c'est son pied gauche qui est à l'arrière et ici il va partir sur jab direct et on voit donc techniquement, hop, j'ai enlevé le petit cercle qui ne sert plus à rien là. Vous voyez, techniquement, il a un peu la même posture, hop, surengagé que quand il envoie son direct au corps. Donc c'est ça que j'explique. Le trigger visuel, c'est un genre de feinte. Il a le même départ corporel que quand il envoie son direct au corps, sauf que là il envoie à la tête et il trouve l'ouverture et avec la puissance qu'il a, donc là il envoie son direct en gaucher alors que c'est un pur droitier, c'est pas quelqu'un qui shift souvent. Donc voilà, ici on a le KO et je voulais juste remontrer même principe, hein. Donc ici j'avais montré le direct au corps qu'il avait envoyé dans ce combat là et ici il envoie exactement le même trigger visuel, boum, direct à la tête et c'est un clean knockout. Je crois que j'en ai mis un autre. C'est ce que je dis, il est tombé fan de sa propre boxe, a raison, parce qu'il il a une puissance de dingue et il trouve les ouvertures et avec son athlétisme, il arrive à couvrir cette distance qu'il a besoin de courir puisqu'il est généralement plus petit que ses adversaires. Tout ça pour vous montrer que voilà, avec le shift ou avec le long lunge, je pense clairement que Michael Chandler est capable d'exploiter les ouvertures ou en tout cas le manque d'habitude de ce genre de dynamique de Dan Hooker et avec sa Dan Hooker a prouvé qu'il était dur, hein. Il a encaissé sévère contre Barboza, il a encaissé sévère contre Paul Felder, contre Dan Hooker, contre Dustin Poirier. Un peu comparable à Calvin Kattar le week-end passé. Il a vraiment un chin qui est fait en béton. Mais voilà, Chandler, c'est une autre puissance. C'est une autre puissance, donc à voir comment il encaisse les coups. Par contre, donc maintenant j'ai montré une ouverture un peu partout. Dan Hooker, ce que j'aime bien chez lui, je voulais analyser assez rapidement, c'est puisqu'il est grand, évidemment, il joue très bien de son allonge, c'est-à-dire qu'il va avoir une capacité à garder ses adversaires au kicking range, notamment grâce à des low kicks qui sont très beaux, qui a un bon timing, qui sont techniquement propres, où il revient directement en posture de se déplacer ou de frapper au besoin. Il a un bon jab, un bon direct, qui sont très ennuyants, qui piquent. J'aime bien utiliser cette expression, ça pique vraiment quand l'adversaire l'encaisse, tu te dis ok, je ne peux pas en encaisser comme ça pendant toute la soirée. Et en fait, le fait qu'il ait ce contrôle à cette longue distance, puisqu'il a toujours cet avantage d'allonge, ça force son adversaire à casser la distance et à rentrer à sa distance de boxe anglaise. Donc à rentrer en fait dans la distance où pour Dan Hooker, c'est plus les kicks, c'est plus les coups en ligne, mais c'est les crochets et l'uppercut ou les genoux, et c'est là où il est le plus fort. Donc c'est ça qui est un peu ennuyant pour ses adversaires, c'est que il donne l'impression que sa zone de confort, c'est vraiment à distance de jab ou de kick. Mais pourtant, là où il est le plus dangereux, c'est quand on rentre dans la distance où lui peut envoyer les crochets et les uppercuts. Donc ici, une de ses plus belles performances pour moi, c'était contre Gilbert Burns, qui combat pour la ceinture dans un mois. Et donc ici, le low kick, très beau timing, et vous voyez, hein, gestion de la distance. Lui envoie son low kick, ça touche. Gilbert Burns envoie le sien, il désengage, et puis il repart directement vers l'avant. Ici, double low kick, et c'est des low kicks. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose sur 5 rounds. Là, c'est sur 3 rounds, d'ailleurs, c'est décevant que ce soit sur 3 rounds et pas sur 5. Quoique l'intensité sera plus élevée, donc il y a du pour, il y a du contre. Donc ici, double low kick, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Et puis le direct en contre, au moment où Gilbert Burns, justement, se dit ok, je ne peux pas rester à distance de kick, je dois rentrer. Ici, on voit Gilbert Burns qui part sur un step in pour rentrer en distance d'anglaise. Et là, pap, le direct, pointe du menton, knockdown, super beau. Et puis ça, je voulais juste montrer, c'est les crochets souvent qui finissent l'histoire d'un combat avec Dan Hooker. Donc voilà, très chouette combat. Je pense que clairement, Dan Hooker doit garder Michael Chandler à distance. Michael Chandler est un combattant à pression, mais Dan Hooker également, il sait mettre la pression et il sait bien gérer la pression. Il a des bons déplacements. On l'a vu contre Ali Akinta qui voulait chaque fois casser la distance avec de la pression et soit il se déplaçait, soit il envoyait son jab pour maintenir cette distance. C'est vraiment intéressant. Et puis on a vraiment un peu ce combat entre la technicité, la propreté technique et l'athlétisme. Donc ça donne une chouette dynamique.
Et comme je le disais, je pense que si Chandler rentre avec une stratégie, un game plan A de striker contre Dan Hooker, il est parti pour une mauvaise soirée. Par contre, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est le genre de combat aussi, ça reste debout. Je vois Dan Hooker gagner les rounds, mais Michael Chandler avoir ses moments. Et quand il a un moment, puisque c'est un opportuniste et qu'il a le KO power, son moment peut représenter un KO et une victoire. Ou simplement le sonner et puis prendre l'ascendant à partir de là. Dan Hooker, c'est plus quelqu'un qui va dominer l'entièreté du round, à part quelques moments justement, mais c'est également un très bon finisher, qui a un bon instinct pour ça et qui serait capable de finaliser. Si Michael Chandler vient avec une stratégie de lutte, ça va vraiment être une question de est-ce que Dan Hooker est bon pour défendre ou bon pour se relever. On a très peu d'indications là-dessus, surtout qu'il n'a pas, comme je disais, voilà, c'est une phrase que j'aime pas dire, mais il n'a jamais rencontré un lutteur comme Michael Chandler, je vais y arriver. Paul Felder a essayé de le lutter, Dustin Poirier l'a lutté et n'a jamais vraiment réussi à obtenir un vrai contrôle au sol. Gilbert Burns, Ali Aquinta, c'est des profils un peu lutteurs, mais pas du calibre de Michael Chandler. Donc il y a vraiment cet inconnu dans le combat, qui est en fait une double inconnue. Est-ce que Michael Chandler va essayer de l'utiliser dès le début, ou est-ce qu'il va l'utiliser en roue de secours s'il a du mal debout? Et s'il l'utilise, est-ce qu'il va vraiment savoir en faire quelque chose et maintenir Dan Hooker au sol? Voilà, Dan Hooker, le seul indicateur qu'on a, c'est qu'il s'entraîne beaucoup avec Israel Adesanya, qui se fait très peu lutter aussi parce que en fait c'est difficile de lutter contre quelqu'un qui impose un kicking range et qui rend la tâche difficile de rentrer dans ce kicking range. Voilà, merci, merci. C'est tout pour mon analyse. Donnez vos pronostics en commentaire et avant de continuer avec la suite, petite pub. Merci à toi d'être connecté à ma chaîne YouTube. Si mon contenu te plaît, il y a plusieurs façons de remercier mon travail, même si c'est un travail de passionné. Tout est rapide, facile et pour la plupart gratuit. Tu peux commencer par liker la vidéo et t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi commenter pour donner un peu de vie à ma chaîne YouTube. Je réponds à tous les commentaires. Si tu aimes vraiment bien cette vidéo et que tu veux en faire profiter tes potes, partage. Et au final, le meilleur moyen pour m'aider, si tu aimes vraiment le contenu et que tu aimes le MMA, j'ai écrit 2 livres. Mon dernier, il est encore disponible sur Amazon. Mon premier aussi, L'art de la bagarre. Je t'invite vraiment à te l'octroyer. Ça me fera plaisir et je suis sûr que ça te fera plaisir. On est reparti dans la deuxième partie de la vidéo. Ok, on est de retour. Donc voilà, pour les autres combats de la main card, j'ai préparé mon visuel hier. D'ailleurs, j'avais oublié de changer. Ici, c'est Matt Frevola normalement. De toute façon, Othman Azetar, il est out. Ma chaîne YouTube est pas là pour discuter de ce qui se passe en dehors de la cage. Voilà, ce qu'il a fait, c'est complètement débile. La décision de l'UFC est complètement valable. On va s'arrêter là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ici, normalement, c'était Matt Frevola. Nasrat Akparast est malade. Et ce qui se passe, c'est que Matt Frevola va rencontrer Arman Tsarukyan. J'aimais bien ces 2 combats parce que c'était 2 combats classiques, striker contre grappler. J'ai toujours adoré cette dynamique, surtout avec 4 noms montants dans la division des lightweight, qui est la division qui est vraiment mise en valeur ce week-end avec Conor contre Dustin, Chandler contre Hooker, c'est lightweight, le top de la division. Probablement que si Khabib prend officiellement sa retraite, les 2 vainqueurs se rencontrent pour la ceinture, c'est une grosse probabilité. On verra, mais du coup, c'est la division qui est mise à l'avant, donc je voulais notifier les autres combats dans cette division. Maintenant, c'est Matt Frevola qui rencontre Arman Tsarukyan, qui est un peu moins intéressant pour moi parce que c'est un grappleur contre grappleur. Et Arman Tsarukyan, c'est pour moi quelqu'un qui va vite monter. Il fait partie de ma liste des prospects à suivre cette année. Il va vite monter dans la division. Et le truc, c'est qu'on l'a déjà vu contre des grappleurs. Il est arrivé à l'UFC, il a pris un combat de last minute contre Islam Makhachev. Et au final, ce qu'on retient de ce combat, c'est à quel point il a tenu tête à Islam Makhachev, surtout dans les échanges en grappling. Si vous aimez bien le grappling et que vous n'avez pas vu ce combat, allez-y, les scrambles, ils sont incroyables. Ensuite, il a rencontré Olivier Aubin-Mercier qui a une base en judo qui est vraiment top et il a réussi à le out-grapple. Et son dernier combat, c'était contre Davy Ramos, un autre grappleur. Donc c'est un quatrième combat à l'UFC, 4e fois contre un grappleur. On a déjà vu cette dynamique, donc ce combat est pour moi moins intéressant que s'il avait rencontré Nasrat Akparast. Cela dit, il mérite quand même d'être sur la liste des combats à voir. Dans les autres combats,
J'ai j'ai mis, dézoom. Ouais, j'ai mis Jessica Eye contre Joanne Calderwood. C'est pas le combat qui m'excite de dingue. Je l'ai juste mis parce que Joanne Calderwood a une personnalité vraiment appréciable, à l'inverse de Jessica Eye. Et on a tous cette envie, je sais pas pourquoi, mais en tout cas moi j'ai cette envie de voir Joanne Calderwood contre Valentina Shevchenko. Pas que ce soit un gros challenge pour Shevchenko, mais par contre leur style fonctionne bien ensemble et ça peut donner un beau combat dans lequel elles pourront toutes les deux s'exprimer. Je pense que clairement Shevchenko sera énorme favorite dedans, mais voilà, Shevchenko, il y a clairement des combats qui ont été décevants avec elle, surtout quand elle est contre quelqu'un qui veut pas engager. Joanne Calderwood est quelqu'un qui engage. Son seul problème, c'est qu'elle est tellement irrégulière. Une fois, tu as l'impression qu'elle n'a jamais fait de combat de sa vie, et puis elle va sortir un combat comme celui contre Valérie Letourneau, où on se dit c'est la future championne. J'espère, c'est pour ça que j'ai mis dans ma liste, si on a une jeune Calderwood qui vient et qui sort le grand jeu, ça peut être un beau combat, un combat très appréciable, surtout si elle gagne. Et ici, on voit le combat est très serré sur papier, parce que c'est très difficile à lire ce qui va se passer à l'avance. Est-ce que Jessica Eye va essayer de bloquer le combat ou est-ce que Joanne Calderwood va savoir s'exprimer et dominer avec la manière. Voilà, donc je l'ai mis dans ma liste, il reste semi-intéressant en fait. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est si Joanne Calderwood gagne et qu'elle obtient son title shot, c'est un chouette title shot qui pourra être intéressant à regarder et anticipable pour les fans. Ici, ce combat-là, il passe sur la main card. Je suis intéressé parce que on a un peu un combat entre une grosse différence d'expérience, 12-5 pour Andrew Sanchez, 24-6 pour Mahmoud Mouradov. J'aime bien le combat parce qu'au final, celui qui a le moins d'expérience, c'est celui qui a le plus d'expérience à haut niveau. Andrew Sanchez, il a 12-5, ce qui n'est pas une expérience de dingue. Par contre, ça fait un petit temps qu'il traîne dans les gros combats. Et j'ai trouvé que c'était tout le temps quelqu'un qui était un peu sous-estimé. Ici, d'ailleurs, il est underdog, c'est Mourad qui est favori. Mouradov pardon, qui est favori et voilà, c'est juste un combat en middleweight où le vainqueur va commencer à se faire un nom dans la division, donc je trouve que c'est un chouette combat. Sur papier ça peut être en tout cas sur papier ça annonce un combat sympa à regarder en prelims. Et finalement Movsar Evloev invaincu, 13-0, le plus gros favori de la carte. J'aime bien le combat parce qu'encore une fois on essaye de monter quelqu'un qui a pas beaucoup d'expérience contre quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est un peu le cas de Leron Murphy qui a combattu mercredi. J'avais mis aussi ça dans ma shortlist des combats à regarder. Il a délivré contre Andrade, je le dis bien. Donc voilà, c'est encore un combat entre une flèche montante contre un vétéran expérimenté. C'est intéressant à regarder, c'est en carte prélim également. Et puis voilà, on va voir si Movsar mérite ce moins 555 à côté des cotes de Paris. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente nuit. Donc pour ceux qui regardent ça en live sur Eleven Sports, il faut se lever à 4h du matin pour la main card. On est en live avec Brian Boulan pour commenter en français. Ce sera sur Eleven Sports 1 parce qu'on met de l'importance sur le MMA. Ceux qui veulent regarder la carte préliminaire, malheureusement, ce n'est pas sur Eleven Sports. Par contre, c'est sur l'UFC Fight Pass. Alors ici, petite note. Les grands fans, je sais, c'est un peu ennuyant de se dire oh, il faut prendre deux passes, il faut prendre l'UFC Fight Pass pour les prélims et il faut prendre l'Eleven Fight Pass pour les main cards. Sachez que si vous restez uniquement sur l'UFC Fight Pass, c'est 9 € par mois, je pense, et le pay-per-view est à 30 € supplémentaires. Sur Eleven Sports, il n'y a pas de supplément. Le Fight Pass sur Eleven Sports, c'est 7 € par mois. Et il y a un pay-per-view par mois. Donc en gros, vous économisez 23 € par mois, si les calculs sont bons. Et les calculs sont bons. Et si voilà, vous n'êtes pas un super grand fan de MMA et que vous vous contentez des main events ou juste des main cards, ben, Eleven Sports Fight Pass vous suffit. Du coup, c'est 7 € par mois, ce qui est vraiment c'est moins cher que Netflix. Pour les Français, démerdez-vous. Non, j'ai vu que RMC avait signé donc l'option pour vous, pour regarder ça légalement, et faites-le. C'est RMC Sport. Merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas, commentez, likez si vous avez kiffé, partagez. Faites vivre ma chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt et certainement demain pour le débrief des combats. En tout cas, s'il y a des belles performances. Bonne journée à tous. Bonne nuit. Restez éveillés. Regardez ça en live parce que quand on regarde en live, il y a un sentiment, il y a une adrénaline différente et McGregor ramène toujours une putain d'adrénaline. Bonne journée à tous.